Bonjour Sam. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui parlera sans doute à beaucoup d'entre nous, ce sentiment d'être complètement dépassé. La tête sous l'eau, face à une montagne de tâches, de sollicitations, de notifications. Une sensation parfois paralysante, n'est-ce pas? Ah oui, bonjour. C'est un sentiment très commun, malheureusement. On a l'impression de courir partout. Exactement. Et pour explorer ça, on va s'appuyer sur le 37e numéro de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Le titre est assez direct, L'Overwhelm. Comment dompter le chaos pour retrouver ta puissance? Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce phénomène, de comprendre pourquoi il nous arrive et surtout d'extraire de cette source des pistes concrètes pour reprendre un peu les rênes. Oui, c'est une excellente base pour cette discussion. La newsletter met bien en lumière ce paradoxe, en fait. On s'agite beaucoup, on essaye de tout faire, et au final, on a cette impression de brasser de l'air, quoi. De confondre être très occupé et être réellement efficace. C'est ça. Et la source nous rappelle bien que ce n'est pas une faiblesse personnelle, mais plutôt un signal. Un signal à écouter. Un signal, voilà, c'est le mot-clé. L'idée, ce n'est pas de subir, mais d'utiliser ce signal pour ajuster le tir en quelque sorte. Comment on passe de cette sensation de chaos à une certaine clarté d'action? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Allons-y, explorons ça plus en profondeur. Alors, pour commencer, comment est-ce que la source définit cet overwhelm? Elle le décrit comme ce moment où l'on essaye de tout maîtriser, une espèce de quête de contrôle total qui finit par nous submerger. Le cerveau sature, littéralement. Et comme on le disait, ce n'est pas présenté comme un défaut, mais bien comme une alerte. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Cette illusion qu'on peut tout contrôler, c'est souvent ça qui est la racine du problème. L'article de Romuald Tranchot insiste bien là-dessus. Ce sentiment d'être débordé, il est informatif. Il nous indique précisément où notre énergie se disperse un peu inutilement. Ah oui. Oui, il nous force à voir où il faudrait recentrer nos efforts. L'acceptation, c'est souvent une première étape clé. Réaliser qu'on ne peut pas tout faire. C'est impossible. Mais par contre, on peut choisir de faire ce qui compte vraiment. Question assez directe pour une auto-évaluation. Par exemple, quelle est la tâche ou la responsabilité qui pèse le plus en ce moment? Ou encore, si savoir dire non plus souvent permettait de dire oui plus intentionnellement à l'essentiel, comment ça changerait notre façon de choisir? Hmm, Des questions percutantes. Oui, et celle-ci qui me semble centrale, comment on définit l'efficacité pour soi-même? Est-ce que c'est cocher plein de cases ou c'est l'impact réel de ce qu'on fait? Ça invite vraiment à une pause introspective. Effectivement, ces questions sont puissantes. Elles déplacent le problème de l'extérieur, genre j'ai trop de trucs à faire, vers l'intérieur. Comment est-ce que je choisis? Comment je définis mes priorités? Rien que de se poser ces questions, c'est déjà un pas pour sortir de la passivité face à ce sentiment d'être submergé. Et justement, pourquoi c'est si important d'en sortir? Quels sont les bénéfices concrets qui sont mis en avant dans la source? Le premier, c'est une clarté retrouvée sur les priorités, si je comprends bien. Exactement. Quand on n'est plus noyé, chaque action peut redevenir intentionnelle, alignée avec ce qui compte vraiment pour nous, que ce soit au boulot ou dans la vie perso. Absolument. Et cette clarté, elle a un effet direct sur notre énergie mentale. C'est le deuxième bénéfice majeur. Sortir de cette charge cognitive constante, ça permet de préserver nos ressources les plus précieuses. Notre concentration, notre capacité à penser en profondeur, notre créativité. Oui, la créativité aussi. Tout à fait. On arrête de gaspiller cette énergie sur le bruit, sur les tâches à faible impact. Ce qui m'amène au troisième point souligné dans la source, le renforcement de la confiance en soi. Réussir à naviguer dans le chaos, à accomplir ce qui est important malgré la pression, ça nourrit le sentiment de compétence, d'être maître de la situation, ou du moins de ses réactions face à elle. C'est ça, c'est un cercle vertueux en fait. Moins d'overwhelm, ça donne plus de confiance, et cette confiance aide ensuite à mieux gérer l'overwhelm futur. C'est puissant. Oui, c'est très juste. Et pour que ça reste pas juste théorique, la newsletter donne des exemples concrets de comment ces bénéfices se traduisent au quotidien. Prenons l'exemple du travail email. Au lieu de paniquer en mode « Ah, il faut que je réponde à tous mes emails tout de suite », on peut adopter une approche différente. Comme quoi, par exemple? Par exemple, OK, je bloque 30 minutes pour traiter les 3 emails qui sont vraiment urgents et importants. Le changement de perspective est énorme en fait. Ah oui, je vois. Pareil dans nos relations. Passer de « je me sens obligé de dire oui à tout le monde » à « je choisis mes engagements en fonction de mes priorités et de mon énergie du moment ». Ça demande du courage, ça, au début, non?
Oui, ça demande un peu de courage au début, c'est vrai. Mais c'est tellement libérateur à terme. Et même pour nos projets perso, on peut remplacer cette pensée un peu écrasante «il faut que j'avance sur tous mes projets aujourd'hui» par quelque chose comme «aujourd'hui, je consacre 1 heure, bien concentrée, à l'étape la plus importante de mon projet principal». Des petits pas, en fait. Voilà, ce sont ces petits ajustements, ces choix conscients, répétés jour après jour, qui tissent une vie moins chaotique et plus intentionnelle, quoi. Mais attention, la source nous met aussi en garde contre certains pièges. C'est facile d'y retomber dans cet état d'overwhelm chronique. 3 pièges principaux sont identifiés. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la surcharge volontaire. On continue d'accepter, d'empiler les tâches, Hmm. souvent par peur de décevoir, par peur de dire non, ou simplement par habitude. Oui, la peur de décevoir, c'est un grand classique. Le deuxième piège, très répandu aussi, c'est le mythe tenace du multitâche. Ah oui, celui-là. L'illusion qu'on est plus productif en jonglant avec plein de choses à la fois, alors que toutes les recherches montrent le contraire. Ça épuise notre cerveau et ça diminue la qualité de notre travail. C'est contre-productif. Et le troisième piège, peut-être un peu plus subtil, c'est l'évitement du tri. C'est cette procrastination à prendre les décisions difficiles. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je délègue? Qu'est-ce que j'abandonne carrément? Exact. Repousser ce tri, ça ne fait qu'accumuler la pression et le désordre mental. Comprendre ces pièges, c'est déjà essentiel. Parce que ça nous révèle des vérités importantes pour les contrer. Vérités qui sont bien mises en lumière dans la newsletter. La première, réaliser que l'overwhelm découle souvent de cette quête d'un contrôle absolu. Vouloir tout maîtriser, c'est une recette pour l'épuisement. C'est impossible en fait. C'est ça. La clé, c'est d'apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est pas vraiment essentiel. L'exemple des emails est parlant. Distinguer l'urgence perçue de l'urgence réelle. Une action concrète suggérée, c'est d'identifier consciemment 1 ou 2, voire 3 tâches qu'on pourrait arrêter de faire, ou déléguer, ou faire moins souvent, sans que ça ait de conséquences majeures. D'accord. La deuxième vérité, La deuxième vérité, le multitâche est activement contre-productif. Notre cerveau fonctionne mieux en mode monotâche, concentré. Accepter ça, c'est s'autoriser à travailler différemment. La proposition ici est simple mais efficace. S'entraîner à fermer toutes les distractions, les onglets, les notifs, et se consacrer pleinement à une seule chose pendant un temps défini. Même court au début. mhm. Et la troisième vérité, qui touche plus à notre psychologie, l'overwhelm masque souvent une peur. La peur de dire non, Ah oui, la peur du jugement, la peur du conflit, la peur de manquer quelque chose. Apprendre à dire non, ou pas maintenant, ou oui mais sous telle condition, c'est une compétence cruciale. D'ailleurs, la newsletter propose un petit changement de langage interne assez intéressant. Remplacer systématiquement «je dois» par «je choisis». comment ça? Je dois finir ce rapport devient «je choisis de finir ce rapport parce que c'est important pour telle ou telle raison». Ce simple glissement de mots peut redonner un sentiment d'être acteur de ses actions plutôt que victime de ses obligations. Intéressant comme astuce mentale. Ces vérités nous arment mieux pour éviter les pièges, c'est clair. Et concrètement, pour mettre ça en pratique, la source donne des pistes. Apprendre à dire non, donc, mais sans culpabilité excessive. Se rappeler que chaque non à une demande extérieure qui n'est pas alignée, c'est un oui à ses propres priorités, à son bien-être. C'est un bon rappel. Il faut aussi privilégier une approche séquentielle, une tâche à la fois, et garder en tête ce mantra puissant. Moins, mais mieux. La qualité et l'impact avant la quantité et l'agitation. Moins mais mieux, ça résume bien. On voit bien la logique, la philosophie derrière tout ça. Mais maintenant, comment on passe à l'action au quotidien? Quelles sont les stratégies pratiques proposées dans cette newsletter pour vraiment dompter le chaos? Alors, heureusement, la source ne nous laisse pas juste avec des concepts, elle propose plusieurs stratégies très concrètes. La première, c'est la règle du 1-3-5. L'idée est simple, mais assez structurante. Chaque jour, on planifie de réaliser une tâche majeure, celle qui a le plus d'impact, 3 tâches moyennes et 5 petites tâches ou actions rapides. 1, 3, 5. D'accord. Et c'est tout. Le conseil qui va avec, c'est de faire cette planification la veille au soir. Comme ça, on démarre la journée avec une feuille de route claire et on évite la paralysie du choix le matin. J'aime bien cette règle, ça donne un cadre clair. La suivante a un nom assez évocateur, la tempête de cerveau inversée. Ah oui, Explique-nous ça. Le principe. On commence par vider son esprit sur papier, ou numériquement. On liste absolument
tout ce qui nous occupe, nous préoccupe, nous encombre. Sans filtre, vraiment tout. Ensuite, on classe ces éléments par ordre d'impact réel. Et là vient l'étape, disons, courageuse. On prend un stylo rouge où on sélectionne et on barre immédiatement 50% de la liste. Le moins important, le moins impactant. L'objectif, c'est un allègement mental radical. Courte pause. Ça demande de trancher, c'est sûr, mais on imagine le soulagement après. Oui, c'est une technique de désencombrement mental assez puissante, effectivement. Il faut oser, hein. La troisième stratégie s'appelle créer des barrières sacrées. Là, il s'agit simplement de définir et de protéger des blocs de temps dédiés au travail concentré, sans aucune interruption. Concrètement, Concrètement, ça peut être bloquer 9h, 11h dans son agenda, mettre son téléphone en mode avion, couper les notifications d'email, de chat. Et l'aspect crucial ici, c'est la communication. Il faut informer son entourage, collègues, famille, de ces plages de concentration pour qu'elles soient respectées. Ce ne sont pas des caprices, hein, c'est nécessaire pour faire du bon boulot. protéger son temps, son deep work. C'est essentiel. La quatrième stratégie touche à notre environnement direct, désencombrer son espace physique et digital. Ça, on sous-estime souvent son impact. Faire vraiment de l'espace mental. La newsletter suggère d'ailleurs d'utiliser des outils comme Todoist ou Notion pour organiser ce qui reste de manière visuelle et apaisante. Oui, avoir un système clair, ça aide énormément. Et enfin, une méthode de gestion du temps qui est un classique, mais qui reste très efficace, est rappelée ici la méthode Pomodoro. Ouais, oui, les petites tomates. C'est ça. Le principe, pour ceux qui connaissent moins, on travaille par intervalle de 25 minutes. Un Pomodoro de concentration intense sur une seule tâche. Puis on fait une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles comme ça, on s'accorde une pause plus longue, 15-30 minutes. C'est une super façon de rythmer son travail, de maintenir la concentration sans s'épuiser et de lutter contre la procrastination. Ça rend les tâches moins intimidantes, juste 25 minutes à la fois. Voilà un bel arsenal de stratégies concrètes. Et pour nous encourager à tester, la newsletter lance même un défi pour la semaine, en 4 points. C'est une bonne idée ça, pour passer de la théorie à la pratique. Oui, l'action, c'est la clé. Le premier point du défi, choisir un espace physique ou digital et le désencombrer activement, faire un peu de tri. Le deuxième, s'entraîner au non. Tenter de refuser consciemment au moins 3 sollicitations qui ne correspondent pas vraiment à nos priorités. Ça peut être petit, hein. Mhm. Le troisième, essayer la méthode Pomodoro sur 1 ou 2 sessions de travail pour voir ce que ça donne. Et le quatrième, plus orienté partage, identifier son outil ou son astuce anti-overwhelm préférée et pourquoi pas le partager. C'est un bon programme pour une semaine. Pour réussir ce défi, quelques conseils sont aussi donnés. Utiliser les outils d'organisation qu'on a mentionnés si besoin, se répéter le mantra « moins mais mieux », peut-être parler de son intention à quelqu'un pour s'engager un peu plus, commencer petit pour ne pas se décourager et surtout, célébrer chaque petite victoire contre l'overwhelm. Chaque non assumé, chaque pomodoro réussi, c'est un pas. Tout à fait. Et pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser cette philosophie du moins mais mieux, la newsletter recommande une lecture, L'essentialisme, de Greg McKeown. Ah, un classique dans le domaine. Oui, il est présenté comme un guide fondamental pour apprendre à discerner l'essentiel du superflu dans ce monde qui nous pousse constamment vers le plus. Les idées fortes qui en sont tirées dans la newsletter résonnent parfaitement avec tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, Le cœur de l'essentialisme, c'est vraiment ce moins mais mieux. Faire moins de choses, mais les faire mieux, avec plus d'intention, plus d'impact. Ensuite, il y a l'idée de choisir consciemment où on investit notre temps et notre énergie, plutôt que de laisser les autres ou les circonstances décider à notre place. Sortir de cet automatisme du oui par défaut. prendre des décisions actives. Voilà. Et enfin, l'importance de créer de l'espace, du temps non planifié, de l'espace mental pour réfléchir, pour explorer, pour simplement être. Parce que c'est souvent dans ces moments vides que la clarté émerge. C'est vrai. L'auteur de la newsletter le qualifie de livre coup de poing. Une lecture qui peut vraiment aider à faire le tri et à retrouver une direction claire. Ça semble être une excellente ressource complémentaire pour quiconque se sent régulièrement submergé. Pause léger. Donc, si on essaye de synthétiser le message clé de toute cette exploration, nourrie par la newsletter de Romuald Tranchot, c'est peut-être que l'overwhelm, ce n'est pas une fatalité. Ni une preuve d'ambition, d'ailleurs. C'est un symptôme, un signal que notre système est en surcharge et qu'il est temps de reprendre le contrôle.
Mais attention, pas en essayant de tout contrôler, hein, on a vu que c'était l'illusion, mais en choisissant consciemment où diriger notre énergie. Exactement. C'est vraiment ça. Il s'agit de passer d'une énergie qui est dispersée, gaspillée dans le chaos, à une puissance qui est ciblée, alignée sur ce qui nous importe vraiment. Chaque action pour simplifier, pour prioriser, pour dire non au superflu. Et c'est un pas vers une vie qui est ressentie comme plus maîtrisée, plus fluide et finalement plus satisfaisante. Une perspective encourageante. Oui. Et cela nous ramène à la question finale posée dans la newsletter, une question qui est vraiment une invitation à passer à l'action, même de manière très modeste. Laquelle? Quelle est la toute première petite action que l'on pourrait entreprendre dès cette semaine pour commencer à désencombrer un peu sa vie et alléger cette charge mentale? C'est une invitation à l'expérimentation personnelle en fait, ici et maintenant. Pause finale courte. Une question qui laisse matière à réflexion et surtout à action. Un grand merci à la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot pour cette matière riche et ces pistes très concrètes. Voilà qui conclut notre analyse approfondie sur les gestions de l'overwhelm aujourd'hui. Merci. On se retrouve très bientôt pour explorer un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de votre temps, de votre énergie et de votre attention.